Merci une fois de plus de nous retrouver. Le Sénégal projette son émergence à l'horizon 2035. Et pour cela, l'énergie va être cruciale parce qu'il faudra de l'énergie pour faire tourner l'industrie. Il faudra aussi de l'énergie pour permettre aux ménages même de pouvoir accéder à une meilleure consommation et permettre à de nombreuses entreprises également de générer de la croissance. Pour cela, nous avons le grand honneur de recevoir dans le cadre de cet entretien Sophie Gladima, qui est la ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal. Madame le ministre, merci de nous faire l'honneur de cette invitation. C'est moi qui veux remercier M. Guy de nous donner l'opportunité aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, de parler des grandes réalisations de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, qui veut un Sénégal émergent d'ici 2035. Mais en termes d'infrastructures, quand on regarde les infrastructures routières, moi je me dis, je suis fier de mon président. Je suis fier de tout ce qu'il est en train de faire actuellement au Sénégal. Parce que vous avez parlé de l'énergie, mais rien que les hôpitaux, de grands hôpitaux dans des endroits très éloignés. Parce qu'il tient compte à l'équité sociale, à l'équité territoriale. Et c'est ça son principal combat. Madame le ministre, quand on parle d'énergie, on parle surtout de l'énergie électrique. Parce que c'est cela qui permet aux uns aux autres de pouvoir créer leur propre richesse, que ce soit dans leur domicile, derrière leur ordinateur portable, ou alors dans leur bureau, et qui permet aussi aux générations futures de pouvoir accéder à la connaissance et donc gage également de l'émergence. Alors, qu'en est-il du mix énergétique du Sénégal en 2022? Combien de mégawatts produisez-vous aujourd'hui? Vous savez, vous avez parlé d'énergie électrique, mais je pense quelqu'un qui, dans la brousse la plus éloignée, lorsqu'il a une étincelle de lumière, est satisfaite. Quand on arrivait en 2012, la puissance installée était inférieure à 1000 MW. Aujourd'hui, elle est passée à 1569 MW, dont 459 en énergie renouvelable. Donc, ça veut dire que le mix énergétique, en termes de capacité, aujourd'hui, nous sommes à 32% de capacité et à 30% d'utilisation. Ce qui est une réalité. Et je pense que même il y a des pays développés qui n'ont pas atteint ce niveau de mix énergie, aussi bien avec les énergies renouvelables et en électricité. Donc, pratiquement 32% en production d'énergie renouvelable et 1459 de production en énergie stabilisée. Et directement, la question qui vient juste derrière, c'est de savoir, est-ce qu'avec cela, vous estimez aujourd'hui avoir couvert notamment la question assez difficile du délestage, comme cela est le cas dans de nombreuses capitales du continent africain? Qu'en est-il du Sénégal avec vos 1400 mégawatts qui sont disponibles? Est-ce qu'on comble la demande? On ne comble pas la demande, mais en termes de délestage, aujourd'hui, je pense qu'on peut rendre grâce. Il n'y a plus de délestage, on ne parle plus de délestage. Néanmoins, il peut y avoir des coupures, parce que nous dépendons de l'OMVS parfois, nous dépendons du fuel. Là, avec cette crise, nous ne savons pas où est-ce que nous allons, mais nous pensons pouvoir quand même faire face à la demande qui est là. Aujourd'hui, en termes de capacité, j'ai dit tout à l'heure 32%, mais qui est disparate au niveau sur le territoire. Parce qu'on prend la zone centre, qui était beaucoup plus desservie par le réseau de l'OMVS, aussi bien en monde rural qu'en monde dans les villes, les centres urbains, on tourne autour de 70 à 80% dans certaines zones. Par contre, tout ce qui était au sud du fleuve de la Gambie, comme on attendait encore avec l'OMVG, qui est notre organisme de bassin, qui devrait permettre l'interconnexion de ces réseaux, aujourd'hui que cette ligne est finie, nous pensons pouvoir arriver encore à 80, entre 75 et 80. Et nous avons commencé. Je prends une région comme Kolda. Nous avions, quand nous arrivions, autour d'une vingtaine à une trentaine de villages qui étaient connectés. En 2021, on est à plus de 300 et quelques villages. Il nous reste, par exemple, là-bas 1600 ménages à peu près, villages ou collectivités à connecter. Et nous pensons pouvoir y arriver parce que ce réseau qui va nous permettre de dresser des dorsales existe et donc va nous faciliter le travail. Et là, le président nous a demandé de faire un programme d'urgence pour ces zones où nous avons encore à peu près entre 30 et 40% d'électrification pour les booster, comme la région centre où nous sommes aujourd'hui, à plus de 80% dans certaines localités. Donc là, nous pensons que d'ici 2025, cet accès universel à l'électricité sera une réalité. De même que pour l'eau, parce que nous avons plusieurs programmes interconnectés entre
plusieurs ministères. Nous avons le PUMA qui s'occupe des villes, des localités qui sont le long des frontières. Nous avons le PIDC qui était un programme d'urgence, mais également ce nouveau programme qui va être mis en place. Et nous comptons également sur notre gaz qui va arriver, parce que ce gaz va nous permettre d'augmenter la capacité de production, mais en plus de réduire le coût de l'électricité. Et réduire le coût de l'électricité, ça va nous permettre également d'aller plus vite en besogne par rapport à l'industrialisation, parce que toutes les unités qui devraient utiliser de l'électricité vont pouvoir marcher à l'électricité. Aujourd'hui également, il y a des zones où nous n'avons pas beaucoup de monde. Parfois, il est beaucoup plus judicieux d'utiliser ce qu'on appelle les kits isolés. Donc ces kits isolés également, le président tient à ce qu'on les mène dans ces endroits qui sont éloignés, ou bien même des endroits isolés comme les îles, où il nous est très difficile maintenant de faire traverser les poteaux. Et donc nous avons les mini-grids qui sont en train d'être installés. Et ce programme, ce sera également un autre programme d'urgence. Quand on connaît le potentiel du Sénégal, un pays très ensoleillé, un pays également qui est touché par de grands courants marins, on se demande s'il n'y a pas des capacités supplémentaires qui pourraient être développées afin de permettre que cette énergie propre puisse être davantage reversée dans le mix énergétique sénégalais. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on stabilise. Sénélec, beaucoup d'investissements ont été faits et qui ne sont pas encore recouverts. Et donc, si on bascule à plus en énergie renouvelable, Sénélec, on risque de déstructurer la Sénélec quand même qui est une société nationale. Et donc, aujourd'hui, l'État ne peut pas faire marche arrière. Sénélec, c'est un objectif parce que ça permet d'avoir une énergie beaucoup plus stable. C'est vrai, ensoleiller le jour, mais pas la nuit. Pour le moment, nous avons des problèmes de stockage. Si on arrive à avoir le stockage pour la nuit, qui permettrait de rester avec les énergies renouvelables, pourquoi pas. Mais puisque Sénélec, nous avons investi au niveau de la Sénélec, je pense qu'il faudrait également utiliser la Sénélec dans les endroits où c'est possible. Les endroits, effectivement, ce n'est pas possible, c'est ce qu'on fait actuellement. Nous utilisons le solaire, nous utilisons avec l'OMVS l'hydraulique, mais il y a également l'éolien qui est là, parce qu'on a une centrale qui marche à l'éolienne au niveau de Taïmandiaï. Et d'autres centrales aussi, nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, avec les ordures également, nous sommes en train de voir comment valoriser les ordures qui sont issues des collectivités locales pour leur permettre, les collectivités territoriales, pour permettre aux mairies également d'avoir quelques unités de production d'énergie. Nous avons également les sociétés minières telles que les cimenteries qui déjà utilisent tout ce qui est produit plastique pour faire de l'autoproduction. Mais cette autoproduction également est très régulée pour ne pas aussi mettre en mal la Sénélec, qui est une société nationale dont nous devons tenir compte de sa montée en puissance. Madame le ministre, on va parler du gaz un peu plus en profondeur. Les premiers mètres cubes sont attendus. Début mars, les travaux d'installation des infrastructures pour l'exploitation des sites gaziers de Grande Tortue étaient déjà réalisés à plus de 70%. On a eu une annonce là-dessus. Alors, à quand la livraison effective des premiers mètres cubes de gaz liquéfié qui pourrait également donc ici pousser l'électrification dans le secteur industriel? Effectivement, on est à 70% pour la phase 1 au niveau de GTA. Tous les caissons ont été installés. Et actuellement, la fabrication également du FPSO avait beaucoup avancé. Et aujourd'hui, nous pensons qu'en fin 2023, début 2024, si Covid ne se lève pas, parce que c'est ce Covid qui nous avait un peu arrêté, si Covid ne revient pas, théoriquement, fin 2023, entre décembre et février 2024, les premiers mètres qui vont sortir, à coup sûr. Et on croise les doigts, il faut croiser les doigts pour nous, pour qu'on nous puissions y arriver et que ça soit fasse le bonheur des Sénégalais, mais également peut-être le bonheur d'autres pays de la sous-région. Parce que n'oubliez pas que c'est un projet conjoint entre le Sénégal et la Mauritanie. Et sans compter les autres dérivés qui devraient pouvoir maintenant par rapport à la phase 2 et également à la phase 3 qui pourraient être exploités. Et doit-on s'attendre également à des travaux d'exploration? Parce que les spécialistes de la région continuent à dire que le Sénégal a un potentiel qui est largement au-delà de ce qui a été projeté à travers les différentes explorations dont les résultats sont en ce moment en exploitation. Oui, nous avons d'autres blocs qui restent. Et c'est un appel que nous lançons pour toutes les sociétés qui seraient prêtes à venir investir. Parce que quand on regarde la géologie de ces bassins, nous sommes sûrs qu'il y a effectivement d'autres gisements qu'on pourrait trouver.
Ce qui a un peu freiné, c'est avec la COP 26, où vraiment les gens ont demandé à ce qu'on arrête l'exploration ou l'exploitation de tous les produits pétroliers. Mais nous pensons que nous avons, au large du Sénégal, et même en onshore, des possibilités de pouvoir trouver du gaz, parce que ce gaz est du gaz propre, plus propre que le pétrole, qui pourrait être exploité. Et donc, nous lançons des appels d'offres pour que ces blocs, les gens puissent venir les prendre et pouvoir faire l'exploration. Nous avons des zones ciblées où nous pensons que nous devrions, par rapport à la géologie de la sous-région, nous pensons pouvoir obtenir quelque chose. Je ne pourrais ne pas vous poser cette question parce que les ménages sénégalais forcément nous écoutent et se demandent comment est-ce qu'ils pourraient tirer profit effectivement de cette manne gazière dont l'exploitation est effectivement annoncée. Alors comment est-ce que ça va se retrouver dans les ménages? De différentes manières. Aujourd'hui, toutes ces sociétés et entreprises qui travaillent et qui ne travaillaient pas dans le temps, parce que c'est nouveau chez nous, qui ne travaillaient pas au niveau du gaz et au niveau du pétrole, même depuis la phase d'exploration jusqu'à la phase actuelle d'exploitation future, mais toutes ces sociétés ramènent de l'argent parce que ce sont des employés sénégalais. Parce que nous avons mis en place une loi sur le contenu local. Cette loi, c'était pour permettre, au-delà même de l'exploitation, tout ce qui est comme activité connexe qui devrait permettre d'avoir cette exploitation, qui est le maximum des Sénégalais. Et ça va être crescendo. Il y a certains domaines où les Sénégalais seraient experts, la construction des caissons, le transport des caissons. Donc nous avions une base logistique qui, par rapport au contenu local, revient pratiquement aux Sénégalais. Mais il y a d'autres domaines. De plus en plus, nous formons des jeunes et nous faisons des jeunes pointures entre des entreprises plus structurées, parce que quand même ça nécessite beaucoup de moyens, mais qui ont de l'expérience, à se mettre avec des Sénégalais, parce que nous imposons à ce que les sociétés soient des sociétés de droit sénégalais et des sociétés sénégalaises. À partir de ce moment, les Sénégalais, normalement, rentrent dans ces structures et donc, ça fait tourner l'économie, d'une part. Tout ce qui est restauration, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est vente de journaux, de façon indirecte, donc, va revenir au Sénégal. Mais l'exploitation, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup. Il n'y aura pas... Comme les gens s'y attendent, ce n'est pas simplement au Sénégal. Dès qu'on parle d'exploitation pétrolière, les gens pensent que ce sont des mannes et des mannes d'argent. Pour les premières années, ce ne sera pas le cas parce qu'il faut payer les dettes. Payer les dettes, ça veut dire que les recettes seront un peu faibles. Mais après, les recettes vont augmenter. Mais ces recettes, il y a un certain pourcentage qui sera pris et qui sera injecté dans le budget national. Et ce budget national appartient à tous les Sénégalais. Ça va nous permettre d'aider les écoles, ça va nous permettre d'aider les structures de santé. Donc tout ce que le budget du Sénégal prend en charge, un certain pourcentage, ce qu'on appelle un fonds, sera mis en place. Et ce fonds également va tenir compte des générations futures. Donc nous avons fait des propositions. Je ne me rappelle plus tellement des chiffres, mais je pense que c'est 10% ou 15% qui sont retenus par son Excellence le Président de la République pour penser aux générations futures parce qu'on considère que ces ressources appartiennent à tout le monde. Il ne faut pas que c'est nous seuls qui sommes là actuellement en bénéficiant, en les exploitant, mais il faut qu'on pense à ces générations qui vont venir. Et ce contenu local vraiment va aider les Sénégalais à pouvoir en bénéficier, de même que ce fonds qui est mis en place, issu des recettes qui vont sortir du pétrole et du gaz pour le budget national. Madame le ministre, on va bientôt sortir de cet entretien. On va aborder la question liée à l'exploitation pétrolière. À quand les premiers barils sortis de terre au Sénégal? Rappelez que on observe depuis les champs de Saint-Louis offshore et également d'autres champs pétroliers et on voit qu'il y a des constructions qui sont faites pour l'exploitation. Mais on se demande toujours à quand les premiers barils sur le marché international venant du Sénégal. Là, on pense que 2024, parce que là, nous avons une stratégie Gas to Power qu'on est en train de mettre en place. Donc, des schémas sont déjà définis, des sites d'arrimage pour le Yakar Teranga, qui est plus un produit totalement sénégalais, de même que Sangomar. Donc, ces sites sont déjà choisis. Et donc, actuellement, il nous reste simplement de voir le circuit pour le réseau gazier. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a une société qui nous aide, un consultant qui nous aide pour le tracé, qui serait moins coûteux, parce que vous imaginez si le tracé passe dans des zones très populaires, très peuplées,
ça qui est avec les problèmes des impôts. Là, nous sommes en train d'étudier le circuit que nous allons soumettre au président de la République et également la construction. Donc, cette stratégie Gas to Power, elle est plus ou moins définie, mais non pas encore validée par le président de la République. Une fois que c'est validé, je pense que cette stratégie Gas to Power va nous permettre non seulement de satisfaire les besoins domestiques, mais également de vendre à l'extérieur. Et là, il y a le gazoduc, par exemple, du Maroc et qui va jusqu'au Nigeria, qui passe par les côtes sénégalaises. Nous sommes en train de voir comment faire pour que le produit sénégalais qui va sortir puisse également, à travers ce gazoduc, aller vers l'extérieur, soit en Europe ou ailleurs, pour pouvoir servir d'autres pays. Mais il y a également le voisin qui également, à travers le GNL, pourrait bénéficier de ce gaz qui sortirait du Sénégal. Merci, Excellence, Madame le Ministre. On va sortir de cet entretien en vous remerciant simplement d'avoir accepté cette invitation de la télévision panafricaine et peut-être vous demander un dernier mot si vous en avez, bien sûr. Ben, vous remercier et faire un appel à tous les Africains pour qu'on soit unis pour la bonne cause de l'Afrique. Et je pense que le président de la République, en tant que chef actuellement, le dirigeant de l'Union africaine, tend la main à tout le monde et nous pensons que d'un seul bloc, ensemble, nous devons pouvoir arriver à ce que le continent africain puisse mieux profiter de ses ressources naturelles, qui est un dada pour le président de la République du Sénégal, qui considère que les ressources naturelles appartiennent au peuple et qu'il a inscrit au niveau même de la Constitution du Sénégal. Et on se bat pour satisfaire ces instructions, pour que les Sénégalais puissent, que ce soit le pétrole, le gaz, les mines, tout ce qui sort du sol sénégalais, puissent bénéficier les Sénégalais. Ce n'est pas l'avis de tout le monde toujours, mais nous pensons quand même que des efforts sont faits. Quand je prends l'exemple des mines, aujourd'hui, il y a un certain pourcentage qui s'est reversé au niveau des collectivités territoriales. Toutes les collectivités territoriales au niveau du Sénégal aujourd'hui bénéficient de cet argent issu de l'exploitation minière, qu'elle soit en zone d'exploitation ou qu'elle n'ait pas d'exploitation. Tous ces gisements, les revenus donc bénéficient. Et c'est la même chose que nous voulons faire pour le pétrole. Donc tous les revenus issus de l'exploitation pétrolière puissent bénéficier à tous les Sénégalais, partout où ils se trouvent, et que ces jeunes également puissent également aller se former et puissent aller servir d'autres pays et qu'on puisse faire ces échanges sud-sud. Il est temps que ces échanges sud-sud se fassent et nous pensons que le chef de l'État y travaille. Tous nos chefs d'État y travaillent. Nous les félicitons et nous leur souhaitons bonne chance. En profiter également, c'est le mois de Ramadan. Les catholiques viennent de terminer Pâques, donc alléluia, mais également pour nos frères musulmans qui vont terminer le mois de Ramadan, leur souhaiter une bonne fête de fin de Ramadan qu'on appelle chez nous la Korité. Et vous remercier également pour cette occasion que vous nous donnez pour exprimer ce que le président de la République veut pour le Sénégal, à savoir un Sénégal émergent d'ici 2035. Merci à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup, Excellence. C'était donc là Sophie Gladima, qui est ministre du pétrole et des énergies du Sénégal. Nous avons fait le point notamment sur la production pétrolière et aussi la production gazière à venir. Et nous avons aussi compris comment est-ce que les Sénégalais tireront le meilleur profit de ces exploitations à venir. On vous retrouve très très bientôt.